Des accusations graves contre un ancien élu de Europe Écologie Les Verts ont été portées ce matin. Et puis Europe Écologie Les Verts et les écologistes plus généralement, qui voient de très loin et d'un très mauvais œil la politique menée par Manuel Valls. C'est notamment, c'est résumé dans un livre qui s'appelle « Contre Valls, réponse aux néoconservateurs ». C'est Noël Mamère qui signe ce livre avec Patrick Farbiaz. Et Noël Mamère est dans nos studios ce matin, le député maire de Bègles. Mamère, bonjour. Bonjour. Alors, Denis Baupin, puisqu'il s'agit de lui, est accusé de gestes déplacés, de harcèlement sexuel. Ça vous étonne? Oui, ça m'étonne. Enfin, je tombe un peu de l'armoire pour ne rien vous cacher. Je trouve un profond malaise, un certain sentiment de honte, qui est mélangé aussi d'une certaine fierté, parce que ce sont des femmes d'Europe Écologie Les Verts qui ont été agressées sexuellement et qui osent parler. Mais vous étiez au courant de ça? Parce qu'il y a des dépêches d'agence, je ne vais pas le nier, qui disent à l'intérieur du parti, ça se savait. Oui, mais il se trouve que j'ai quitté le parti en 2013 et que je ne me suis jamais beaucoup intéressé à ces histoires, qui sont gravissimes, évidemment. Si elles sont prouvées. Donc, si elles sont prouvées, évidemment, mais je ne vois pas comment on pourrait remettre en cause la parole de toutes ces femmes, députées, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bref, ce sera difficile en même temps d'aller devant la justice, puisque la plupart des faits sont prescrits, puisque la question des agressions sexuelles est l'objet d'une prescription au bout de 3 ans. 3 ans. Donc voilà, c'est une très mauvaise affaire qui, évidemment, va rejaillir sur l'ensemble des écologistes. Et on ne peut que... C'est un mauvais coup pour l'écologie, ça. C'est un mauvais coup pour le militantisme de... disons que Europe Écologie Les Verts et les écologistes ne sont pas dans une très bonne posture depuis quelques mois et que cette affaire vient ajouter à leur spirale dépressive. Ça ne peut pas sentir le règlement de compte aussi derrière, politique ou... C'est possible. C'est possible. C'est possible, tout est possible. En même temps, cette affaire a été dissimulée pendant longtemps finalement, puisque ces femmes ont été l'objet de violences et d'agressions sexuelles et de harcèlement il y a déjà pas mal d'années. Sans doute d'ailleurs ne disaient-elles rien parce qu'elles ne voulaient pas fragiliser le parti. Bref, en tout cas, elles ont eu le courage de parler et il faut dire à toutes les femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel, d'agression, et il n'y a pas que dans la politique que ça se passe, nous le savons bien, il faut qu'elles parlent, il faut qu'elles parlent. La violence faite aux femmes est insupportable. Vous voterez le projet de loi travail? Bien sûr que non. Oui. Nous l'avons déjà dit, donc ce n'est pas une surprise si je vous le confirme aujourd'hui. Mais je pense que je n'aurai pas à voter parce que nous nous acheminons à grands pas vers le 49-3, ce qui est un échec pour le Premier ministre, un échec pour son gouvernement. Mais c'est dans la Constitution, le 49-3. Il y a eu des gouvernements de gauche, d'ailleurs. Michel Rocard était un des principaux... Enfin, sur le quinquennat, les deux lois qui sont supposées être les plus importantes de ce quinquennat, c'est-à-dire la loi Macron et la loi dite travail, auront été votées par l'intermédiaire, auront été prononcées et dictées par le 49-3, c'est-à-dire en dessus des parlementaires. On ne peut pas dire que ce soit très brillant pour la gauche. Ça veut dire, en tout cas, que ceux qui ont cru aux promesses de campagne pendant la présidentielle et pendant les législatives sont aujourd'hui en quelque sorte trahis. Et je dirais même que la loi travail, elle n'était pas prévue dans le programme présidentiel. Qu'est-ce qui vous dérange dans l'essentiel, c'est-à-dire l'article 2. Elle a été vidée de sa substance quand même. Non, elle n'est pas du tout vidée de sa substance. L'économie, si je puis dire, de cette loi est toujours la même, à savoir que l'on va privilégier les accords d'entreprise par rapport aux accords de branche. Ce qu'on appelle l'inversion des normes. Oui, c'est l'inversion des normes, mais c'est aussi l'individualisation, y compris dans le milieu du travail. D'accord. Et donc, on veut faire croire au bon peuple de France qu'un salarié est à peu près l'équivalent de son patron et que lorsqu'il est en face de lui, il a les mêmes droits. Et ça, c'est inimaginable pour vous? Il est en situation de suggestion et de dépendance économique. Est-ce que cette loi et d'autres, mais cette loi notamment, traduit ce que vous dénoncez dans ce livre? Quand vous parlez des néoconservateurs, il faut le faire pour parler de Manuel Valls, enfin ça veut dire que l'accusation est grave, dans votre bouche, en tous les cas, sous votre plume. Les néoconservateurs, nous savons bien qu'il y a quand même une hégémonie culturelle qui est à l'œuvre depuis longtemps. Aux États-Unis. Cette expression de néoconservateur est née effectivement de ces démocrates qui ont rejoint le Parti républicain, qui ont été, dont les symboles sont Samuel Huntington et sa guerre de civilisation. Et un certain nombre d'autres intellectuels américains qui se sont mis au service de George Bush. Mais regardez, le défenseur des droits vient de publier un rapport sur l'accueil des étrangers. Et il nous explique dans ce recueil de 350 pages, à travers des exemples multiples, comment le droit des étrangers a reculé dans notre pays et comment, petit à petit, finalement, s'est instillé ce que l'extrême droite appelle la préférence nationale, avec une stigmatisation, une discrimination.
Bah oui, c'est le gouvernement actuel. Et pourquoi vous en qui prenez n'applique même pas d'ailleurs la loi de 2015 qu'il a fait voter sur l'accueil des étrangers. Pourquoi vous en prenez à Valls et non pas à Hollande? Mais parce que Manuel Valls représente c'est le plus emblématique, si je puis dire, de ces néoconservateurs de gauche. Oui. Mais François Hollande, il est le co-organisateur de cette politique, donc il n'a pas à être épargné. Mais c'est quand même dans le trio néoconservateur de ce pays, que sont Valls, Macron, Hollande et Valls, c'est quand même Manuel Valls qui est le plus emblématique, notamment sur tout l'aspect autoritaire. Et quand il vous parle de l'État, c'est la vraie confusion idéologique à laquelle on assiste. Il rejoint les néoconservateurs, c'est-à-dire quand il parle de réforme de l'État, c'est pour mettre en œuvre ses fonctions régaliennes, justice, police, armée d'ailleurs. Je crois que l'ancien président de la République, M. Sarkozy, a demandé dès hier qu'on augmente le budget de l'armée. Dans une interview au Figaro. Alors que lorsqu'on est de gauche, on considère l'État comme un médiateur et un régulateur. D'accord. Alors, dans ces conditions, est-ce que vous considérez que c'est un échec, ce quinquennat de François Hollande? C'est non seulement un échec, mais je dirais qu'il y a une forme de perversion de la part du président de la République et du Premier ministre à nous expliquer que le bilan est bon, mais c'est un bilan sur quoi? C'est un bilan sur toutes les trahisons dont ils ont été les auteurs depuis 5 ans. Quand je regarde par exemple tout ce qui concerne l'écologie, c'est quand même un champ de ruines. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses. Ils n'ont pas tenu leurs promesses. Prenez la loi de transition énergétique qui devient un chiffon de papier, puisque Mme Royal et le président de la République ont renvoyé à 2019 la question du nucléaire. Et quand on regarde l'échec de la politique nucléaire en France, la faillite d'EDF et d'Areva, et qu'on sait que le ministre de l'économie, qui hier nous racontait des histoires de Jeanne d'Arc à Orléans, il est quand même ministre de l'économie, c'est quand même lui qui demande à EDF de continuer l'exportation des centrales nucléaires dont plus personne ne veut, y compris les Chinois. Qui peut incarner la gauche que vous souhaitez, la gauche que vous défendez là? J'ai beaucoup de difficultés à vous le dire. En tout cas, celui ou celle qui devra incarner cette gauche qui est restée de gauche, il ne pourra pas être qu'écologiste. Il devra être le candidat ou la candidate de la transformation, c'est-à-dire de la transformation sociale et écologique. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, dans l'Alberta, avec les effets des sables bitumineux conjugués au réchauffement climatique. D'ailleurs, les sables bitumineux et leur extraction sont liés, provoquent le réchauffement climatique. Quand on voit la crise morale que nous traversons, la crise de représentation, la crise sociale... Monsieur Montebourg, par exemple, qui fait parler de lui aussi, est-ce qu'il pourrait incarner cette... Arnaud Montebourg, il est déjà un peu loin de la politique. On ne peut pas être dirigeant et membre du conseil d'administration d'une grande société privée. Et en même temps, qu'il revienne dans la politique, c'est son droit. Peut-être participera-t-il à cette primaire qui s'annonce, mais c'est une primaire rabougrie. Vous êtes favori, vous n'êtes pas partisan de cette primaire? Non, je ne suis pas partisan de cette primaire, d'autant que cette primaire, elle va finir comment? Par une bataille entre les composantes du PS. D'accord. Est-ce que vous serez candidat à votre succession aux législatives? Et je ne peux pas vous dire aujourd'hui. J'ai proposé que ce soit ma suppléante, Naïma Charaï, qui est socialiste, qui appartient Pour éviter le cumul des mandats? Non, c'est pas pour éviter le cumul des mandats, parce que je suis député en 2017, ça fera 20 ans que je suis député, mais si Naïma Charaï est exclue par une partie du Parti socialiste qui est incarné aujourd'hui par la ligne de François Hollande et de Manuel Valls, ces gens-là me trouveront en face d'eux, mais je ne demanderai pas au Parti socialiste son investiture, parce que je considère qu'il a failli. Mais les écologistes, alors Europe Écologie Les Verts, pas tous les écologistes ne souhaitent pas un accord justement pour les législatives. Nous sommes un certain nombre à penser qu'aujourd'hui la ligne a été franchie avec la question de la nationalité. On ne touche pas à ce qui est sacré. Donc, si on vous met... et la gauche de gouvernement, en recyclant une vieille obsession de l'extrême droite, c'est fourvoyé. Alors, si je résume bien, si on vous met quelqu'un dans les pattes au Parti Socialiste, dans votre circonscription... Si on met quelqu'un dans les pattes de Naïma Charaï, le Parti Socialiste me trouvera en face de lui. D'accord, ça veut dire que vous serez candidat. Si, c'est pas Naïma Charaï. D'accord, et comment vous cumulerez? On ne peut plus cumuler. Vous renoncerez à Bègle? Je renoncerai à la Bègle, évidemment. On n'en est pas là. Hein, oui. Un candidat écologiste à la présidentielle, ça a un sens ou pas? Oui, mais si à condition que ce candidat déborde le périmètre de l'écologie. C'est ce que je viens de vous dire. Donc je pense que Nicolas Hulot n'est pas du tout mal placé, tout comme Cécile Duflot d'ailleurs. Mais il faut que ce soit un candidat qui soit capable, ou une candidate qui soit capable d'élargir le périmètre de l'écologie, parce qu'on sait très bien que l'écologie, c'est une des réponses à apporter à la crise morale, à la crise sociale, à la crise économique, à la crise écologique que nous traversons, mais ce n'est pas suffisant. Pas un mauvais candidat si on en croit les sondages, Nicolas Hulot. En tous les cas, il est populaire. Oui, il est beaucoup populaire. plus que Madame Duflot.
C'est vrai. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le mieux placé et d'entre nous. Il peut incarner, alors que c'est quand même un personnage extrêmement médiatique, qui est quand même un peu à l'opposé de ce que beaucoup d'entre vous dites, qui ne sont pas trop dans l'univers médiatique. Vous adressez à quelqu'un qui était dans les médias pendant longtemps et qui n'a pas peur des médias et qui pense que les médias c'est un outil il a ce socle suffisamment solide, d'après vous, pour... Oui, de toute façon... Et il dépasse l'écologie aussi. Non, mais il n'y a pas d'homme providentiel, oui. Il l'a prouvé, par exemple, dans un papier récent qu'il a écrit dans le journal Le Monde sur la question de la honte européenne sur l'accueil des migrants. Et il a, je crois, beaucoup réfléchi. Il a fait un très long chemin. De toute façon... Un candidat ou une candidate à la présidentielle, je peux en parler d'expérience, ce n'est pas l'homme ou la femme providentielle, c'est le symbole et l'incarnation de travail de toute une équipe et de tout un collectif. Vous l'encouragerez à être candidat ou pas ? Alors, écoutez, j'arrête pas de dire que pour moi c'est le meilleur candidat. Je ne sais pas si c'est un encouragement, peut-être que ça va lui donner le sentiment qu'il ne faut pas y aller, mais pourquoi pas. C'était Noël Mamère, qui nous a répété, qui nous a dit que Nicolas Hulot, pour lui, selon lui, était un bon candidat pour la présidentielle. Pour l'écologie et au-delà, puisque la crise dépasse de loin l'écologie, mais qu'elle trouve aussi des solutions dans l'écologie, c'est bien ce qu'il nous a dit. Denis Baupin, que ces femmes ont eu du courage à libérer leurs paroles pour dire ce qu'elles avaient subi. Quant à la politique du gouvernement, c'est tout faux, c'est évidemment un échec total. Et Valls, c'est un peu l'incarnation de cet échec avec ses airs très autoritaires. Et Noël Mamère, avec Patrick Farbiaz, le dit dans un livre qui va sortir jeudi, c'est ça. C'est exact. Les petits matins. Contre Valls, réponse aux néoconservateurs. Tout un programme. Merci Noël Mamère. C'est moi qui vous remercie.